Bonjour et bienvenue. Je passe les prolégomènes pour vous dire directement que vous pourrez poser vos questions à la fin de notre présentation qu'on a dimensionnée pour une trentaine de minutes. Et pour ceux qui sont connectés en ligne et que je remercie aussi, euh, vous les posez comme d'habitude sur le chat. Benjamin Commanderet nous les lira. N'oubliez pas d'indiquer le nom et votre nom et votre média. Et puisque vous ne m'avez pas entendu, j'y tiens. Je veux saluer l'ensemble des salariés du service public des réseaux d'électricité, ceux de RTE et ceux d'Enedis, qui ont énormément travaillé suite au passage des tempêtes Ciarán et Domingo. Je salue au passage nos collègues d'Enedis, tout particulièrement, qui ont perdu un des leurs lors des travaux consécutifs à cette tempête absolument considérable. Voilà, alors j'en étais à d'où venons-nous l'hiver dernier. En septembre 2022, il y a plus d'un an, nous vous présentions des situations prévisionnelles selon plusieurs déterminants de sécurité d'approvisionnement sur lesquels il y avait de fortes incertitudes. La disponibilité du parc nucléaire était faible. Les risques sur l'approvisionnement en gaz étaient importants du fait du conflit en Ukraine. L'ampleur de la réponse des Français à la hausse de prix et au message sur la sobriété était inconnue. Et enfin, nous ignorions tout de la météo. Et nous faisions face à une triple crise énergétique, une crise du gaz, une crise de la production hydraulique due à une sécheresse et une crise, je l'ai dit, sur la disponibilité du nucléaire. Et à l'issue de cet hiver, nous avions fait en mars le constat que nous n'avons eu ni signal éco-watt orange, ni signal éco-watt rouge, et donc pas de coupure tournante, grâce à deux raisons principales. La première, et la plus importante, c'est la baisse de consommation du pays de l'ordre de moins 9% durant l'hiver. Les ménages, les entreprises et les collectivités territoriales. Une baisse de consommation qui s'est poursuivie depuis, nous y reviendrons. Et puis un recours aux imports auprès de nos voisins européens pour assurer notre sécurité d'approvisionnement dans les moments les plus tendus. De ces deux faits, la France a su passer ces pics malgré des périodes de tension, mais cela aurait pu se passer différemment. Sur l'hiver, nous aurions pu émettre ou avoir à émettre au pire 8 signaux éco-watt orange et 12 signaux éco-watt rouge dans l'univers le plus dégradé s'il n'y avait pas eu ces deux leviers de sobriété d'une part et de recours aux imports d'autre part. Voilà où nous en étions au mois de mars dernier. Au mois de mars dernier aussi, nous vous avions parlé de la restructuration de notre dispositif de veille et de publication que nous enrichissons pour répondre à un triptyque simple, voir, comprendre et agir, voir avec notre portail d'analyse des données de l'électricité qui permet d'accéder en un seul lieu à toutes les données de référence du système électrique français. Vous y retrouverez cet hiver une synthèse de la consommation électrique mise à jour toutes les 2 semaines et non toutes les semaines comme l'an passé du fait de la situation qui s'annonce moins tendue. Donc, toutes les 2 semaines. Comprendre avec notre application EcoDemix que vous connaissez et qui fournissent nos données en temps réel et qui a été complétée depuis le mois de mars, comme promis, avec la production en mer de l'éolien en mer. Et enfin, pour alerter et agir, avec EcoWatt, notre météo de l'électricité, qui avait été téléchargée l'hiver dernier plus de 3 millions de fois, et que nous enrichissons aujourd'hui, je vous présenterai à la fin ces évolutions. Voilà. Pour résumer les épisodes précédents, Thomas, je te passe la parole sur les questions de sécurité d'appro pour cet hiver.
Merci Xavier. Mesdames et messieurs, je vais passer en revue les différents paramètres de l'étude qui sont tous mieux orientés que l'année dernière, ce qui va expliquer le diagnostic de risque faible que je vais détailler dans un second temps. Alors, pour commencer, sur la consommation d'électricité, Xavier l'a dit, nous avons assisté l'hiver dernier à une baisse inédite de la consommation de l'ordre de -8, -9% en moyenne sur l'hiver. Et donc sur le graphique qui s'affiche, la consommation de l'hiver dernier, c'est la courbe bleu ciel, que vous voyez qui est très en dessous du faisceau jaune qui était la moyenne historique 2014-2019. Quand je parle de cette consommation, je parle bien d'une consommation retraitée des effets météorologiques, c'est donc un effet structurel dont on parle. Alors qu'en est-il cette année? Le premier point marquant, c'est que la diminution de la consommation s'est maintenue au printemps et à l'été. De ce fait, nous arrivons en septembre 2023 avec une consommation d'électricité qui est toujours en baisse de l'ordre de -8% par rapport à la moyenne d'avant-crise. Et c'est donc moins que l'an dernier à la même époque, puisque l'an dernier, la consommation a commencé à baisser en septembre, mais c'est surtout en octobre et en novembre que la baisse s'est accentuée. C'est la courbe bleu foncé qui correspond à celle de cette année. Vous voyez qu'elle est légèrement en dessous de celle de l'année dernière. Alors aujourd'hui, et pour se projeter, compte tenu de l'évolution du contexte économique, notre hypothèse centrale, c'est qu'on va rester sur ces niveaux de consommation-là durant l'hiver, pour deux raisons. La première, c'est que les prix de l'électricité sont toujours hauts, et l'année dernière, lors de cette conférence de presse, j'avais bien dit que les effets des prix hauts se diffusaient lentement dans l'économie. Donc là, on en a la traduction. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours une incitation aux économies d'énergie, notamment avec les plans sobriété du gouvernement. Donc l'effet prix plus la sobriété égale une baisse de la consommation importante. Alors bien sûr, dans nos analyses, on fait également un certain nombre de stress tests, des cas où la consommation d'électricité commencerait à remonter. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur cette trajectoire. Donc voilà pour la consommation. Pour le parc nucléaire, vous le savez, la disponibilité de ce parc est l'un des paramètres les plus structurants pour notre sécurité d'approvisionnement. Et l'année dernière, la disponibilité avait atteint un plus bas historique qui a été à l'origine de notre situation qui était sans précédent en matière de risque. Cette disponibilité basse, elle était le fait de facteurs structurels qui sont bien connus, le grand carénage et donc l'importance des travaux de maintenance, les conséquences, les suites de la crise sanitaire, mais aussi donc de phénomènes conjoncturels comme la crise de la corrosion. Cette année, je dirais que nous assistons à une situation qui est beaucoup plus favorable du point de vue de la disponibilité du parc nucléaire, mais qui n'est pas nominale pour autant. Alors, elle est beaucoup plus favorable parce que, vous le voyez, un certain nombre de réparations se sont bien passées, les plannings ont été respectés, notamment pour la réparation, pour le traitement des réacteurs affectés pour la corrosion sous contrainte, et on a abordé l'automne avec une disponibilité de l'ordre de 40 gigawatts, c'est la courbe jaune, et il faut la comparer à la courbe bleue, qui est la courbe de la disponibilité du nucléaire l'année dernière. Donc toujours à la même époque. Donc on est plus de 10 gigawatts au-dessus de la disponibilité du nucléaire de l'an passé à la même époque. C'est considérable. Donc situation beaucoup plus favorable et qu'on estime qui va rester beaucoup plus favorable que l'année dernière durant tout l'hiver. Alors ce n'est pas non plus une situation nominale, on est toujours dans une situation de faible disponibilité du parc nucléaire. Il faut voir que l'historique des années précédentes, entre 2010 et 2020, c'est le tunnel gris. Vous voyez que le parc nucléaire était plus disponible à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est normal, on savait que la disponibilité du parc nucléaire ne retrouverait pas dès cette année ces niveaux d'avant-crise, mais bon, il faut quand même le mentionner. Donc pour l'hiver, on estime que les incertitudes se sont résorbées en large partie. Nous tablons sur une disponibilité du parc nucléaire de l'ordre de 45 gigawatts début décembre et qui atteindrait 50 gigawatts mi-janvier. Probablement, on ne va pas beaucoup dépasser cette valeur-là. C'est nettement plus que l'année dernière et en réalité, cela peut se comparer notamment sur le mois de janvier à l'hiver précédent qui était l'hiver 2021-2022. En tout cas, on est sur une situation en amélioration forte. Sur l'hydraulique,
Alors l'hydraulique, c'est la seconde source de production d'électricité en France et on en parle souvent assez peu. Nous, on en parle systématiquement dans les analyses sur le passage de l'hiver. Et l'année dernière, on avait bien mentionné le fait que la sécheresse avait conduit à avoir une production hydraulique très faible parce que c'était la plus faible depuis 1976. Donc cette année, même s'il y a eu des épisodes de sécheresse, notamment en début d'année, on a eu un bon remplissage des stocks des barrages au printemps et dans le début de l'automne. Et vous voyez sur cette courbe, hein, là c'est la courbe rouge, qu'elle est non seulement très au-dessus de la courbe de 2022 sur le stock hydraulique, mais qu'elle est également dans le haut de l'enveloppe historique. Donc on a un très bon remplissage des barrages. La production hydraulique au fil de l'eau de plus est nominale. Bilan, on est sur une situation de l'hydraulique qui est très favorable pour la sécurité d'approvisionnement et sur laquelle il n'y a aucune inquiétude. Nous arrivons sur la partie renouvelable. Alors les renouvelables, on l'a dit, participent de notre sécurité d'approvisionnement et l'indicateur qu'on suit sur les renouvelables, c'est le rythme d'installation, notamment pour les filières qui participent le plus à la sécurité d'approvisionnement en hiver, c'est-à-dire l'éolien. En 2023, de manière générale, on est sur un rythme de développement des installations qui est comparable à celui de 2022 pour toutes les renouvelables terrestres. Et pour l'éolien spécifiquement, on est sur le même niveau que 2022, a priori sur toute l'année, en ajoutant l'éolien terrestre et l'éolien en mer, c'est-à-dire la mise en service des parcs de Saint-Brieuc et de Fécamp pour une puissance combinée de 1 gigawatt qui s'ajoute au parc de Saint-Nazaire pour 0,5 gigawatts. Tout ça, ça montre qu'on n'est pas encore dans une trajectoire d'accélération. La loi d'accélération a été votée début 2023, elle ne produit pas ses effets immédiatement, c'est logique. Mais on va retrouver une situation cette année dans laquelle l'éolien va redevenir la troisième source de production d'électricité. Concrètement, on va plus produire à base d'éoliennes qu'à base de gaz en 2023. C'était déjà le cas en 2021, mais ça n'avait pas été le cas en 2022, du fait de la sollicitation plus forte des centrales à gaz en situation de crise énergétique. Sur le gaz, justement, vous vous souvenez de la situation de l'année dernière, des mesures d'urgence qui avaient été mises en place avec les obligations de remplissage, les mesures de sobriété, les terminaux méthaniers. Cette année, en France comme en Europe, les stocks sont remplis quasiment à 100%. On est au-dessus des moyennes historiques. Les objectifs européens ont été largement atteints pour plusieurs raisons, et notamment du fait de la baisse de la consommation de gaz dans toute l'Europe. Alors pourquoi on surveille les stocks de gaz? Pour deux raisons. La première, nous avons une partie de notre parc qui utilise du gaz. C'est une partie qui est petite par rapport aux autres pays européens, mais c'est une partie qui est importante, notamment l'hiver. Et puis, on est un système interconnecté, on fait des analyses au périmètre de l'Europe tout entière, et nos voisins dépendent plus du gaz que nous, donc ce qui a un impact sur eux peut en avoir un sur nous également. Nos homologues gaziers ont publié leurs perspectives sur l'hiver, qui sont également rassurantes, au cours du mois d'octobre. Donc une fois qu'on met tout ça ensemble, qu'on fait les analyses sur un grand nombre de scénarios en testant des aléas, des périodes de vent faible et de vent fort, des situations plus ou moins tendues, on arrive à notre analyse. Alors j'ai oublié effectivement de mentionner le point sur les centrales au charbon. Vous le connaissez, il n'y a pas de nouveauté par rapport à la dernière fois. Les deux dernières centrales au charbon, Cordemais et Saint-Avold, sont disponibles au cours de l'hiver 2023-2024. Ces centrales produisent aujourd'hui très peu. L'année dernière, c'était 0,6% de la production d'électricité nationale, alors même qu'on était au plus fort de la crise. Donc cette année, ce sera un pourcentage plus faible. Mais elles peuvent être utiles en cas de pointe de consommation. Les effacements de consommation sont également en augmentation importante, notamment les effacements implicites, c'est-à-dire les effacements proposés par les fournisseurs, et on a vu cette année une augmentation forte des offres de type tempo.
suite à la crise de l'année dernière. Donc tout ça, ce sont des bonnes choses qui nous permettent d'augmenter notre capacité à faire face à des situations tendues. Et puis sur les interconnexions et les parcs de production dans les pays voisins, capacité technique d'échange avec les pays voisins à minima stable par rapport à celle de l'hiver dernier, voire même peut-être en légère augmentation en fonction de la façon dont on gère certains travaux. Et évolution dans les pays voisins qu'on a intégralement pris en compte, fermeture des centrales nucléaires en Allemagne, mais également un certain nombre de choses qui se sont passées en Allemagne et en Italie. Il y a des centrales qui sont sorties de réserve. Tout ça a été intégré et ça ne change pas considérablement la donne par rapport à ce qu'on voyait l'année dernière, même s'il n'y a pas de message d'alerte dans les pays européens voisins. Alors, j'en arrive à ce fameux bilan que j'avais commencé à donner en oubliant la diapositive précédente. Quand on fait l'analyse de tous ces paramètres, on arrive à un risque qui est faible pour l'hiver 2023-2024 et qui est même très faible sur le début de la période. On a un très haut degré de confiance sur cette analyse pour le mois de novembre et un haut degré de confiance pour le mois de décembre. Pour le cœur de l'hiver, il y a encore un certain nombre d'incertitudes, mais c'est normal quand on se prononce en novembre, il reste des incertitudes sur janvier et février. On réévaluera le diagnostic si besoin, et dans tous les cas, probablement début janvier. Les paramètres que nous suivrons particulièrement sont bien sûr les conditions météo, mais également sur le plan structurel, trois éléments. Un, la consommation corrigée, donc si elle reste comme aujourd'hui, avec des économies d'énergie, on est réellement dans une situation qui est très favorable. Nous vérifierons que la disponibilité effective du parc nucléaire est bien cohérente avec notre courbe. Là encore, comme notre courbe est publique, comme l'an passé, vous pourrez la comparer, puisque nous publions quasiment systématiquement la disponibilité du parc nucléaire. Et puis nous surveillerons la situation dans les pays voisins. Je le répète néanmoins, les perspectives pour cet hiver sont beaucoup plus favorables que celles de l'an passé et le risque est analysé comme faible dans ce passage de l'hiver. Sur la météo, l'analyse confirme à court terme cette analyse. Je dis à court terme parce que des prévisions météo sont le degré de fiabilité qui nous est utile, requis sur l'ordre de 15 jours. Après, on peut regarder s'il y a des signaux. Aujourd'hui, on n'en voit pas, mais ce n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de vague de froid. Dans tous les cas, s'il y avait un événement météo exceptionnel, on recommuniquerait à ce moment-là. Et enfin, pour terminer mon analyse, cette situation qui est moins tendue sur l'équilibre offre-demande se traduit directement sur les prix de marché. Les prix spot sont plus bas en 2023 qu'en 2022 à la même période, c'est très net. Vous regardez le mois d'octobre, vous regardez le mois de septembre, si vous regardiez le mois d'août, c'est pareil, prix de marché spot, donc de court terme, qui sont beaucoup plus bas. Les prix à terme, ils sont toujours élevés, on n'est pas sorti définitivement de la crise énergétique et les prix du gaz sont toujours hauts, mais deux points importants, la fameuse prime de risque spécifique à la France qui était liée aux inquiétudes sur la sécurité d'approvisionnement et sur laquelle nous avions alerté l'année dernière et même encore en début d'année, cette prime de risque s'est résorbée, ce qui nous conduit à une situation où les prix de marché pour la France, quand on regarde par exemple pour le premier trimestre de l'année 2024, sont cohérents avec les fondamentaux du système tels qu'on peut les évaluer et sont cohérents avec ceux des autres pays européens. Dit clairement, la France ne surpaye pas son électricité sur les marchés pour s'approvisionner par rapport à ses voisins, Benelux, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, etc. Voilà pour ma partie sur les paramètres et le diagnostic. Merci Thomas. Jean-Paul Roubin va nous faire un point sur la modernisation des moyens de sauvegarde du système électrique. Cette modernisation est apparue nécessaire lors des tensions l'hiver dernier. Jean-Paul, tu as la parole. Merci Xavier, mesdames et messieurs, bonjour. Donc je vais commencer par revenir ce que sont une situation
de fonctionnement normal des marchés et une situation de tension sur le système électrique. Donc la situation normale de fonctionnement des marchés, ce que vous pouvez voir sur la partie gauche du graphique, ce sont des situations où la consommation française d'électricité peut être entièrement satisfaite, couverte par les offres disponibles sur le marché de l'électricité, c'est-à-dire la production, les importations et les effacements dont Thomas a parlé tout à l'heure. La situation de tension, c'est une situation de tension que vous voyez sur le graphique au milieu, où la consommation ne peut pas être couverte par l'offre disponible sur les marchés de l'électricité. Dans ces situations-là, et jusqu'à l'hiver dernier, donc avant 2022, pour rétablir l'équilibre, nous disposions de 3 leviers de sauvegarde, de 3 moyens de sauvegarde. Le premier, c'est l'interruptibilité de certains clients industriels. Le deuxième, c'est la baisse de 5% de tension sur les réseaux de distribution. Et le troisième et en dernier recours, c'est le délestage de la consommation, c'est-à-dire des coupures programmées, localisées, tournantes et d'une durée maximale de 2 heures de certains consommateurs. Pour l'hiver dernier, l'hiver 2022-2023, comme vous l'avez bien entendu compris, la situation était beaucoup plus alarmante, où le risque de tension était très élevé et où le risque de délestage était élevé. On a eu 2 phénomènes de sécurisation, 2 éléments clés de sécurisation de notre sécurité d'approvisionnement. Le premier, c'est la baisse structurelle de la consommation. Cette baisse structurelle de la consommation, elle est essentielle, elle est nécessaire, puisque en réduisant la consommation, les Français contribuent à repousser le risque de délestage. Le second, c'est finalement la mise en place d'un système d'alerte, du système EcoWatt, et en particulier ce système EcoWatt qui comporte 3 couleurs, vert, orange, rouge, et lorsque la tension est extrême et que le signal est émis à la couleur rouge, eh bien, il incite les Français à réaliser des gestes supplémentaires en matière de réduction de consommation, et là aussi, cette réduction de consommation va avoir pour effet de repousser l'usage des moyens de sauvegarde qui se situent au-dessus et de repousser le délestage, et si jamais ce délestage devait quand même être malheureusement nécessaire, d'en réduire la profondeur et la durée. Le risque de délestage, on ne peut pas totalement l'exclure et il est fondamental de travailler et de réfléchir à des dispositions qui pourraient encore repousser l'échéance de son apparition et si jamais il devait toutefois encore apparaître, réduire son volume et réduire sa durée. C'est pourquoi il est important de réfléchir à la modernisation de nos moyens de sauvegarde. Et dans ce cadre, les pouvoirs publics travaillent à expérimenter l'augmentation du volume des moyens de sauvegarde situés avant le délestage. Il s'agit en particulier de travailler sur un dispositif ou une disposition de limitation de puissance. Cette disposition de limitation de puissance permettrait à chacun de conserver une alimentation en électricité et s'adresserait aux consommateurs résidentiels et en limitant temporairement, provisoirement, la puissance maximale qu'ils pourraient consommer. Cette disposition de limitation de puissance ne serait bien entendu activée qu'après avoir engagé l'ensemble des moyens qui se situent avant, c'est-à-dire tous les moyens de production, d'avoir importé au maximum ce qui est possible depuis l'étranger, d'avoir appelé l'interruptibilité des clients industriels et d'avoir baissé la tension. Donc, pour cette année encore, la baisse de la consommation structurelle est essentielle pour sécuriser notre fonctionnement du système électrique et repousser le risque de délestage. EcoWatt et son système d'alerte est essentiel dans les jours de très grande tension pour alerter les Français et les inviter à réduire leur consommation. Donc nous travaillons à moderniser notre système de sauvegarde et les moyens de sauvegarde et nous modernisons aussi notre système et notre signal EcoWatt. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, EcoWatt s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité. Merci Jean-Paul. Donc effectivement, Jean-Paul l'a dit, pour résumer, les flexibilités de consommation, qu'elles soient dans le marché ou utilisées en tant que moyen de sauvegarde, elles sont essentielles à l'optimisation du fonctionnement du système électrique. Donc du point de vue économique et du point de vue environnemental, ces développements de flexibilité de consommation, ils permettent de limiter la consommation lors de périodes de tension, donc lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des centrales thermiques fossiles, celles-ci étant plus coûteuses et plus polluantes.
Ça veut dire que positionner de la consommation lorsque la production renouvelable et nucléaire est abondante, de façon à la couvrir par une électricité bas carbone et bon marché, a un intérêt. Donc cela représente bien une double économie pour le système électrique, des coûts de production plus bas et des émissions de gaz à effet de serre plus basses. Et la nouvelle version d'EcoWatt, elle intègre de ce fait une nouvelle fonctionnalité qui permet de guider, j'y reviendrai, et de moduler ces usages en électricité au meilleur moment pour le climat. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc vous l'avez compris, notre dispositif EcoWatt évolue. D'abord vous dire qu'EcoWatt reste en premier lieu le dispositif d'alerte pour le système électrique. Vous le voyez sur votre écran. Nous avons dit qu'il y aurait de faibles risques que pour l'hiver qui vient. Moins de risques ne veut pas dire pas de risque. Donc notre dispositif reste d'actualité, notamment en cas de vague de froid très longue, sans vent, ou dans l'hypothèse où les Français ne seraient plus sobres. Signal vert, toujours pas d'alerte pour le système électrique. Signal orange, le système électrique est tendu, les éco-gestes sont bienvenus. Signal rouge, le système électrique est très tendu. Des coupures locales et maîtrisées d'une durée maximale de 2 heures sont inévitables si nous ne baissons pas drastiquement notre consommation. Alors vous le voyez, le design a évolué pour plus de lisibilité puisque désormais à chaque couleur correspond un pictogramme différent. Mais outre l'alerte, nous avons voulu enrichir ce dispositif avec un nouvel indicateur de consommation entièrement bas carbone pour orienter les Français et les aider à consommer de l'électricité sans émettre de CO2. Alors, cet indicateur informe, et c'est disponible dès aujourd'hui, les utilisateurs des moments où la consommation nationale est totalement couverte par une production française et entièrement décarbonée, c'est-à-dire composée de nucléaire et d'énergie renouvelable. Vous voyez sur la slide, vous avez vu le nouveau picto de l'indicateur bas carbone qui comporte une petite feuille. Voilà. Alors, je rappelle que, on va faire un peu de méthode, je rappelle que plus de 90% de notre production d'électricité annuelle est d'ores et déjà issue d'une production décarbonée en France. Il s'agit du nucléaire, de l'hydraulique, du solaire et de l'éolien. Et en exploitation, l'ensemble de ces modes de production n'émettent pas de CO2. Il s'agit au passage d'une des productions les plus décarbonées d'Europe et du monde. Plus de 90% de notre production d'électricité est décarbonée, mais il reste encore 10% de notre production d'électricité qui émet des gaz à effet de serre. Donc on peut encore faire mieux. Et cette production carbonée, elle varie en fonction des heures de consommation. Par exemple, en hiver, quand il fait nuit à 19 heures, la part de l'électricité produite avec des moyens carbonés peut augmenter, car à ce moment-là, le nucléaire et les renouvelables disponibles ne suffisent pas nécessairement. Il s'agit donc aujourd'hui de guider les Français pour que davantage de leur consommation soit placée au moment où le nucléaire et les renouvelables, donc l'hydraulique, le solaire et l'éolien, couvrent totalement la consommation française. Je vais faire un petit avertissement. Vous pourrez parfois voir sur Economics
notre application du temps réel, de la production thermique fossile en France au moment de ces heures entièrement décarbonées. Ce que je veux vous dire, c'est que notre indicateur traduit bien la capacité de la production française d'électricité décarbonée à satisfaire la demande nationale, indépendamment du choix que pourraient faire certains producteurs de démarrer des groupes thermiques pour plusieurs facteurs liés au fonctionnement du système électrique. On est bien dans un monde où nous indiquons le moment où la consommation nationale est couverte par de la production nationale composée de moyens qui ne sont pas carbonés, donc nucléaire, hydraulique, solaire, éolien. Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est à quelle fréquence ce nouvel indicateur de ces moments entièrement décarbonés pour l'électricité, à quelle fréquence cet indicateur va-t-il s'afficher? Alors les simulations qu'on a réalisées sur les heures décarbonées montrent qu'environ, en ordre de grandeur, 40% des heures de l'année seront entièrement décarbonées au sens de ce nouvel indicateur. Elles sont plus fréquentes la nuit, elles sont plus fréquentes bien évidemment l'après-midi lorsque la conso baisse et lorsqu'il y a de la production solaire, et elles sont plus fréquentes les week-ends ainsi qu'au printemps et en été, vous le comprendrez facilement. Voilà pour la description de ce nouvel indicateur qui a pour but donc d'informer et de guider les Français. Enfin, je vous l'ai dit en introduction, EcoWatt, c'est un nouveau design et une nouvelle interface. Vous la voyez sous vos yeux. Donc là, nous avons représenté notre nouvelle interface lors d'une période de tension. C'est la première fonction d'EcoWatt. Elle subsiste, c'est sa fonction d'alerte. Et voici maintenant l'interface avec l'indicateur des heures entièrement décarbonées, qui, comme je l'ai dit, sont représentées par une feuille pour guider le comportement des Français. D'ailleurs, cette application qui est disponible depuis hier soir nous indique aujourd'hui, mercredi 8 novembre, qu'entre 11h et 17h, si nous plaçons nos consommations à ce moment-là, nous sommes dans un moment de production totalement décarboné. Je vous invite à mettre à jour l'application sur votre iPhone. Alors EcoWatt, ce n'est pas qu'une application, c'est essentiellement ça, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un site web, et je rappelle que c'est une API qui permet aux entreprises de l'utiliser de manière automatique, notamment pour le pilotage de leurs bâtiments. Je veux rappeler aussi que nos conseils en éco-gestes sur l'appli et sur le site EcoWatt demeurent et qu'ils restent parfaitement valables. J'en profite puisque je parlais des entreprises et des collectivités tout à l'heure pour remercier les 400 partenaires d'EcoWatt qui continuent à se mobiliser avec nous pour cet hiver 23-24. Voilà ce que je voulais vous dire. S'il fallait résumer notre propos en quelques mots, risque faible, même si le risque ne disparaît pas complètement, notamment en cas de longue vague de 300 vents ou en cas de rebond de la consommation. Nous vous avons aussi dit que pour protéger au mieux le système électrique, les pouvoirs publics avec les opérateurs se sont engagés dans une opération de modernisation des mécanismes de sauvegarde. Enfin, vous l'avez vu, EcoWatt évolue pour donner des clés à chacun pour pouvoir quand et comment agir de manière très simple. Lorsque le signal EcoWatt est orange ou rouge, si chacun baisse ou décale sa consommation, bien évidemment, cela aide le système électrique dans les périodes les plus tendues, mais aussi tous les jours, lorsque le signal est vert, si chacun adapte, décale sa consommation aux bonnes heures. S'il le peut, nous réduisons les gaz à effet de serre et nous agissons simplement pour le climat. Les émissions du système électrique français sont déjà faibles, mais nous pouvons d'ores et déjà
les faire tendre vers 0. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en conclusion. Nous allons passer aux questions et nous allons y répondre à 3 voix avec Jean-Paul Roumain et Thomas Vérinck. On va donner en priorité la parole à la salle. Oui, on va donner la parole à la salle, donc Mme Brachet d'AEF. Oui, bonjour, donc Aline Brachet pour AEF. Une question sur le Enedis, dans son baromètre publié il y a quelques semaines, montrait qu'une baisse, des efforts de sobriété, notamment chez les particuliers, contrairement au secteur industriel et au reste de l'économie. Est-ce que c'est un constat que vous partagez aussi? Donc c'était une baisse sur les dernières semaines, notamment sur le mois de septembre. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, qui pourrait vous inquiéter éventuellement pour la suite? Merci. Alors, je n'ai pas en tête les chiffres auxquels vous faites référence, mais de manière agrégée sur la France au cours du mois de septembre, on est toujours sur la même tendance. Ensuite, il peut y avoir ponctuellement des effets. Enfin, plus on regarde sur un agrégat petit, plus on va voir des variations importantes. Donc des variations sur les particuliers, on en a déjà vu au cours de l'hiver. Il faut que l'indicateur soit plusieurs fois orienté dans le même sens pour que nous, on en déduise qu'il y a un changement un peu structurel. Donc pour le moment, à l'échelle de l'ensemble du pays, on ne voit pas ça. Ensuite, il est quand même probable en tout cas possible, que l'effort cette année sera un peu plus porté par des catégories comme le tertiaire, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont engagé des efforts d'efficacité énergétique, en réalité l'hiver dernier, parce qu'en fait, dans une situation où les prix de l'électricité ou les prix de l'énergie de manière générale sont élevés, ces efforts deviennent assez rentables. Et pour certains, sont assez faciles à mettre en œuvre pour les entreprises concernées. Donc ça peut être un relais à la baisse de la consommation. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un délai qui peut être pérenne, dans la mesure où ce seraient des actions d'efficacité énergétique et pas simplement une réaction ponctuelle, conjoncturelle à une situation de crise, auquel cas c'est encore plus intéressant pour l'avenir. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Sinon, alors, Montel News. Oui, bonjour, Caroline Payès pour Montel. Combien d'éventuellement de signaux alerte orange ou rouge on peut prévoir si jamais la consommation ne baisse pas comme prévu, si jamais il y a des vagues de froid prolongées, un peu de la même manière que vous aviez fait ces estimations l'année dernière avec les 8 et les 12. Voilà, est-ce que là on en aurait ou pas? Bon, là, on n'a pas fait la même évaluation que l'année dernière parce que le contexte est quand même très différent. Cette année, on est dans une situation qui est beaucoup moins tendue. L'année dernière, l'objectif, c'était de donner un ordre d'idée de ce qui pouvait se passer. Si vous vous en souvenez, on a fait la même analyse le 14 septembre. Et sur le 14 septembre, on sortait quand même d'une situation, il y avait encore énormément d'incertitudes, on ne savait pas du tout comment allait se passer le remplissage des stocks de gaz. La consommation n'avait pas encore évolué, donc il fallait dimensionner le dispositif, et pour ça nous semblait utile de donner ces ordres de grandeur. Cette année, quand on parle de risque très faible, ça veut dire que la probabilité d'avoir des signaux éco-watt orange ou rouge, elle n'est pas nulle, mais par contre, elle devient réellement très faible pour les signaux éco-watt rouge. Après, ils peuvent intervenir dans certains cas. Ces cas, ça sera ceux d'un événement météorologique très fort, par exemple une grande vague de froid. Ça pourrait être un cas où on aura une disponibilité du nucléaire plus faible que celle sur laquelle on a tablé, qui serait combinée à d'autres aléas négatifs. Mais on n'a pas fait une analyse qui conduit à vous donner un nombre sur la possibilité de signaux éco-watt. Dans la salle, y a-t-il une autre question? Je n'en vois pas. Si, monsieur, je vous en prie. Valentin Ekirch pour l'Express. Merci. Concernant ces questions de sobriété, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on pourrait éviter un effet rebond de la consommation dès que les prix pourraient baisser un petit peu plus fortement?
Aujourd'hui, pour les entreprises, prenons la référence des prix à terme, donc des forwards sur le premier trimestre 2024, doit être de l'ordre de 150 €. Donc le signal prix pour les entreprises, il existe déjà par rapport au prix d'avant-crise. Les campagnes de communication recommencent pour maîtriser sa consommation et pour inciter les ménages à être sobres sur cet hiver. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de penser qu'au cours de cet hiver, la consommation française devrait rebondir considérablement. C'est la raison pour laquelle nous avons dans notre scénario principal prolongé l'effort de sobriété de la France de l'ordre de moins 8% sur l'ensemble de l'hiver. Mais nous avons fait des stress tests et nous avons fait un stress test entre moins 4 et moins 5 pour voir ce que cela donnait. Voilà l'univers dans lequel on a travaillé, mais aujourd'hui, la manière dont les prix se structurent jusqu'à la fin de l'hiver, combiné au fait que finalement les campagnes de communication continuent et que les tarifs réglementés de vente ont augmenté début 2023, nous conduisent à ne pas considérer qu'avant la fin de l'hiver, la consommation rebondira considérablement. C'est ce qui nous conduit d'ailleurs à vous dire que le risque pour cet hiver est faible, parce que, comme vous le savez, c'est le principal paramètre sur lequel on peut jouer en termes de sécurité d'approvisionnement compte tenu du parc de production que nous avons. S'il n'y a plus de questions dans la salle, je ne vois pas de main levée. Benjamin, peux-tu prendre des questions en ligne? Première question donc sur les thématiques production ou stockage. Erwan Bézet du Parisien, la disponibilité du parc nucléaire peut-elle retrouver ses niveaux d'avant-crise? Alors, c'est une question qui est souvent posée, largement débattue. Donc nous, on ne peut pas vous donner une réponse précise sur l'appareil nucléaire. Ce qu'on peut vous dire, c'est que quand on regarde sur le moyen terme, vous vous souvenez, on a considéré dans nos analyses que le parc nucléaire pourrait produire de l'ordre de 300 TWh durablement, et qu'on pouvait aller jusqu'à 400, mais que finalement il fallait viser 400 et tabler sur 360. Donc, ce que ça veut dire derrière ces chiffres, c'est que sortir de la corrosion sous contrainte de la période post-Covid, oui bien sûr, tous les points conjoncturels peuvent être traités. Par contre, la réalité du programme industriel sur les réacteurs nucléaires avec le programme du grand carénage, le fait que ces installations font l'objet de travaux réguliers pour augmenter leur niveau de sûreté conformément à la doctrine de sûreté française avec ses visites décennales, ça ne va pas disparaître, et c'est pour ça que dans nos analyses, on a des principes de prudence sur ce que pourra produire le parc nucléaire à terme, mais augmenter sa disponibilité et son niveau de production annuel par rapport à aujourd'hui, oui, très certainement. Je me permets de te corriger, tu as dit 300 TWh, on a bien tablé sur 360, oui. à moyen terme en visant 400 TWh en production en volume annuel. Question de Géraldine Vossner du Point. Quelles seront les puissances mobilisables à la pointe en décembre et en janvier? Alors, j'ai l'impression que là je vous donne rendez-vous lorsqu'on publiera le chapitre dédié sur la sécurité d'approvisionnement et notamment l'analyse en puissance du bilan prévisionnel, puisqu'on est en train de développer chapitre par chapitre. La notion de puissance mobilisable à la pointe, pour nous techniquement, n'a pas plus vraiment de sens en matière de sécurité d'approvisionnement. Ce qui compte, c'est la faculté de pouvoir équilibrer à tout moment production et consommation, et on va avoir un profil de production, un profil de consommation qui évolue assez largement dans le temps. Donc la puissance mobilisable à la pointe, de toute façon, nous on a toujours appliqué des coefficients d'abattement
différenciés selon les technologies. Donc forcément, pour l'éolien et le solaire, on ne prend pas la puissance installée, on ne prend même pas la puissance moyenne. Ce qui compte, c'est la faculté d'être présent lors des événements de tension du système électrique. Donc elle est très faible pour le solaire durant l'hiver, mais pas nulle dans la mesure où une partie des situations de tension ne sont pas uniquement le soir, mais peuvent être le matin. Elle est plus forte pour l'éolien. Et puis ensuite, par moyen de production, on a un certain nombre de chroniques d'abattement. Le fait, je pourrais entrer dans les détails, mais ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc je vous donne rendez-vous au moment de la publication de ce chapitre spécifique. Dans les semaines qui viennent. Petite question de méthode, on va continuer sur les questions de production. Donc, on prendra ensuite les autres questions, je rassure les journalistes en ligne. Question de l'AFP, Claudine Renaud. Est-il envisageable et envisagé que l'on puisse se passer cet hiver de faire tourner les 2 centrales à charbon? En fait, ce sont les exploitants qui vont décider s'ils font tourner leur centrale à charbon. Alors, ça encore, c'est un point sur lequel, avec Xavier et Jean-Paul, qu'on rappelle fréquemment, ce n'est pas RTE qui décide de la production des différents moyens. Nous, on agit, le cas échéant, en temps réel si jamais il manque d'électricité pour faire le bouclage, ou si jamais il y en a trop, d'ailleurs, mais les centrales charbon tourneront si les prix de marché sont élevés. En fait, c'est comme ça que ça va se passer. Et les prix de marché ont plus de chances d'être élevés lors des situations de tension du système. Dans la mesure où le risque est plus faible cette année, on ne s'attend pas à ce que les centrales au charbon tournent beaucoup. Et donc, je suis à peu près certain que les centrales au charbon vont moins fonctionner cette année que l'année dernière et que donc la part du charbon dans la production d'électricité française sera vraiment très très faible au cours de l'année 2023, mais ce n'est pas du tout impossible que ces centrales fonctionnent, qu'elles fonctionnent parce qu'il y aurait des situations où les prix de marché seraient ponctuellement élevés, ou qu'elles fonctionnent parce que dans leur équilibre économique, elles ont besoin de tourner un certain nombre d'heures. Donc, à mon avis, elles fonctionneront un petit peu, mais pas beaucoup. Question d'André Thomas à Ouest France sur le stockage des énergies renouvelables. On a eu de grosses productions solaires cet été, sans doute pas mal d'éoliens avec les coups de vent. Est-ce que l'on progresse dans les systèmes de stockage des ENR? Alors je vais continuer. Donc sur le stockage, sur les services de très court terme, qu'on appelle les services systèmes, oui, la France est en train de se doter de batteries comme les autres pays européens, qui remplissent assez très très bien ce type de fonction. Donc ça se produit, ça se passe réellement. Après, on a beaucoup d'opérateurs de stockage qui s'interrogent, qui sont intéressés par s'implanter, donc ils nous font des demandes de connexion au réseau, qui regardent probablement plusieurs endroits, qui évaluent plusieurs modèles d'affaires. Il n'y a pas encore beaucoup de batteries probablement en France qui font du cycle jour-nuit. Pour autant, d'ici la fin de la décennie 2020-2030, on s'attend à ce qu'il y en ait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Par contre, ça ne va pas se produire dès les prochains mois. Toujours Ouest France. Non. Ah, une question en salle. Alors, il y a une question en salle. Claire Icardi, Europe Énergie. Bonjour, juste, je rebondis sur la question de mon confrère sur les services systèmes, les batteries qui peuvent donc remplir cette fonction. On en est à combien de capacité? Sur les batteries qui peuvent remplir ces services systèmes, hein, donc c'est des réactions très rapides finalement à ce qui se passe sur le système électrique européen. Si je prends un exemple, vous savez qu'on a ce qu'on appelle la réserve primaire, c'est la réserve qui se mobilise en quelques secondes. La contribution française à cette réserve primaire européenne, elle est de l'ordre de 500 MW, 0,5 GW. On estime que fin 2023 ou début 2024, la totalité de ce besoin-là pourrait être couvert par les batteries qui sont installées en France. Donc essentiellement des batteries qui assuraient ce service système. Donc ça veut dire que globalement, on est sur... Alors, encore une fois, il y a des batteries qui sont installées sur le réseau, raccordées au réseau de transport, et des batteries qui sont raccordées au réseau de distribution. Donc
Donc voilà, donc on est sur un volume global de l'ordre de 1 gigawatt de batterie actuellement, mais comme l'a dit Thomas Vérinck, il y a un grand nombre de demandes d'études de connexion, d'études de raccordement, d'opérateurs qui gèrent du stockage. Et donc si on cumulait l'ensemble de ces demandes de raccordement, on est largement sur plusieurs gigawatts, mais qui ne sont encore pas raccordés au réseau, certains producteurs n'ayant encore pas en plus décidé de leur raccordement. Question suivante, on va commencer à aborder le chapitre consommation. André Thomas, Ouest France, quel impact du retard possible de Flamanville 3? Et j'enchaîne, quels sont les gisements de nouvelles baisses de consommation? Allez-vous développer les mesures de réduction de consommation type suppression de l'alimentation de ballons d'eau chaude entre midi et 2, si oui, lesquels? Thomas, tu prends Flamanville? Oui, alors Flamanville, sur l'hiver 2023-2024, l'impact, aucun, puisque de toute façon, on ne l'avait pas considéré. Mais ce qui était normal, hein, c'est conforme aux dates qui ont été annoncées par l'exploitant. Et comme je suis très rodé à répondre à cette question, puisqu'elle m'est posée chaque année en conférence de presse, je vous rappelle qu'on a toujours considéré une chronique prudente dans la mise en service de l'EPR de Flamanville. Sur la question du gisement de baisse de consommation, oui, moins 8%, c'est bien. Alors on dit la SNBC prévoit beaucoup plus, mais les moins 40 ou les moins 50% à terme, c'est toute énergie confondue. Ça intègre des transferts d'usage, donc c'est-à-dire qu'on gagne en efficacité énergétique lorsque, par exemple, on passe d'une voiture thermique à une voiture électrique, ou lorsqu'on passe d'une chaudière fuel ou gaz à une pompe à chaleur. Donc tout ça, ça fait partie de la réduction de la consommation d'énergie finale qui est prévue dans la stratégie française énergie-climat. Le moins 8% d'aujourd'hui, il est déjà tout à fait important. Et quand on regarde la consommation d'électricité en France au cours de l'année 2023, elle va être réellement beaucoup plus faible que ce que pensaient un certain nombre de personnes il y a encore quelques temps. Donc le fait d'avoir réussi à être quasiment à moins 10% sur l'électricité, même si c'est en situation de crise, c'est déjà une performance en matière d'économie d'énergie qui est réelle. Sur les ballons d'eau chaude, Benjamin, oui. Je peux peut-être compléter. Donc effectivement, la disposition prise pour l'hiver dernier, hein, qui je vous le rappelle consiste à supprimer l'enclenchement des ballons d'eau chaude sur la période méridienne autour de midi, eh bien, est reconduite pour cet hiver. Et d'ailleurs, le déploiement de cette fonction-là, c'est-à-dire les gestes de configuration ont commencé, puisqu'ils se déroulent sur le week-end dernier, ont commencé le week-end dernier et se terminent ce week-end. Donc, à la fin de ce week-end, il y aura environ 4 millions de reconfigurations qui auront été faites et qui empêcheront l'enclenchement des ballons d'eau chaude autour de 12h et 12h30, ce qui représentera un gain sur la consommation, une baisse de la consommation de l'ordre de 2,5 gigawatts. Et comme l'hiver dernier, eh bien, cette situation d'autoriser à nouveau l'enclenchement des ballons d'eau chaude à midi, eh bien, sera donnée sur la deuxième quinzaine du mois de mars, sur les 2 derniers week-ends. Et donc à partir du 1er avril, et comme l'hiver dernier, les ballons d'eau chaude pourront de nouveau être enclenchés autour de 12h, 12h30. Question du Parisien, Juan Bénézé. Avez-vous une idée de la part de l'effet prix sur la baisse de la consommation ? Alors, c'est assez difficile de départir l'effet du signal prix sur le geste citoyen dans la maîtrise de la demande et dans les baisses de consommation qu'on a constatées l'hiver dernier, puisque c'est notre dernière référence. Toutefois, nous avons fait une grosse enquête que vous avez, je suppose, lue avec Ipsos pour faire le bilan de l'hiver dernier et pour essayer d'avoir une idée des ordres de grandeur. Quelques chiffres. 90% des Français qui nous ont répondu, et donc ils étaient 12 000, donc c'est représentatif, nous disent que l'hiver dernier, des questions économiques les ont conduits à baisser leur consommation d'énergie. Alors, ce n'était pas forcément à l'époque le prix de l'électricité, mais c'était
le contexte général inflationniste. Donc ça, c'est un chiffre important. 75% des Français ont fait des gestes, opérationnels pour baisser leur consommation d'électricité. Dans ces 75%, donc dans ces 3 cas, plus de 50% nous ont dit que c'était facile à faire. Et toujours dans ces 75%, 30% nous ont dit qu'ils l'avaient fait par civisme. Donc d'abord par civisme ou aussi par civisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu beaucoup de gestes civiques, il y a eu encore plus de gestes qui ont été incités économiquement du fait du contexte inflationniste. Et c'est ces 2 leviers qui subsistent aujourd'hui et qui font que nous tablons, au moins dans notre scénario principal, sur une consommation en électricité qui reste maîtrisée pour l'hiver qui vient. On va regrouper des questions RTL et l'AFP. Alors plusieurs questions sur la hausse du TRV et notamment comment expliquer aux auditeurs que les prix spot baissent mais que leur facture ne va pas baisser. Tarif réglementé est annoncé encore en hausse début 2024, mais pourquoi l'usager ne profite pas de l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement? Écoutez, c'est pas à RTE de commenter ces questions sur les tarifs réglementés de vente. Vous savez que ce sont des décisions qui sont dans les mains de l'État sur avis de la CRE. Donc ces questions sont imposées à ces 2 institutions. Je veux quand même dire que le marché spot et le marché de gros, c'est-à-dire le forward, même s'il a baissé, les prix de l'électricité restent substantiellement plus élevés en Europe qu'avant les crises. De toute façon, et vous le savez. Question de Paul Messa d'Euractiv. Que pensez-vous des mesures prévues par le texte de la réforme du marché européen de l'électricité pour encourager l'écrêtement des pointes? Qu'est-ce que l'Union européenne pourrait davantage soutenir en matière de flexibilité? Alors, oui, c'est vrai que quand on pense réforme du marché européen, en ce moment, en France, le focus est rarement mis sur les dispositions sur les pointes, c'est plutôt sur la question des contrats long terme. Effectivement, dans le texte européen, il y a un certain nombre de dispositions qui visent à inciter à la maîtrise de la consommation lors des pointes. Donc, de toute façon, tout ce qui permet de maîtriser la consommation lors des pointes est intéressant du point de vue de la sécurité d'approvisionnement. Après, j'ai envie de dire, on en revient toujours sur les mêmes types d'outils. Qu'est-ce qui conduit les gens à économiser de l'énergie de manière générale? La conscience de l'importance de ces économies pour atteindre nos objectifs énergétiques, climatiques. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Le gouvernement a fait des plans de sobriété qui ont percé dans l'opinion. Donc c'est un peu ce que disait Xavier. Il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler et qui ont été donc au courant de l'intérêt à agir et des leviers qui permettaient d'agir. Et on y a également, je pense, contribué avec le dispositif EcoWatt. Et puis la façon dont les prix de marché, donc on voit qu'ils ont une importance élevée, et notamment pour les opérateurs, pour les entreprises et les opérateurs industriels. Donc là, on voit que par exemple sur les effacements, l'offre Tempo a été beaucoup plus souscrite l'année dernière. C'est des offres qui sont intéressantes parce qu'elles donnent de la flexibilité et qu'elles incitent les utilisateurs, les usagers, à économiser de l'énergie, notamment dans les périodes de tension du système électrique. Donc ce type d'offre peut être tout à fait pertinente pour nous aider à atteindre nos objectifs. Il y avait une question dans la salle, Claire Aicardi, Europe Énergie. J'avais une question sur la possible expérimentation de réduction temporaire de la puissance disponible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et ce que vous en attendez? Jean-Paul. Alors, donc moi je vais vous expliquer ce que j'en sais, sachant que c'est une expérimentation qui est conduite sous l'autorité de l'État et avec Enedis, puisque en fait il s'agirait
d'adresser finalement un signal via les compteurs communicants vers les clients qui ont un contrat résidentiel, donc uniquement vers les foyers. Et donc ce signal-là viendrait limiter, comme j'ai dit tout à l'heure, la puissance maximale que ces consommateurs pourraient soutirer. Donc c'est une limitation temporaire, ça serait une limitation temporaire, j'ai employé le conditionnel, qui permettrait de conserver évidemment de l'électricité et qui permettrait en particulier de continuer à pouvoir éclairer, de pouvoir utiliser un radiateur, de pouvoir avoir sa box internet, de pouvoir charger son téléphone, son fonctionnement de réfrigérateur, mais qui ne permettrait pas, pour les foyers qui auraient des équipements importants, d'utiliser l'ensemble de ces équipements-là. Donc, l'objectif, c'est de faire une expérimentation. C'est de faire une expérimentation. Déjà, il y a un premier palier à franchir, hein, c'est qu'il y a un avis qui soit rendu par le Conseil supérieur de l'énergie sur cette expérimentation, et c'est à la suite de cet avis que l'État procédera à la publication d'un arrêté et précisera les modalités de cette expérimentation. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cette expérimentation devrait concerner de l'ordre de 200 000 foyers, représentatifs finalement de l'ensemble des foyers français. La localisation, je ne la connais pas, elle sera précisée par l'État à l'issue du processus que je viens de décrire. Et donc ce serait une expérimentation qui porterait sur des journées où la consommation est élevée, hein, pour quand même pouvoir mesurer l'effet, puisque tout ce qu'on cherche à voir à travers cette expérimentation, c'est finalement quelle traduction on pourra en faire en termes de gains sur l'ensemble du territoire national et à la maille du territoire. Ces gains, je ne peux pas vous les préciser. Ça peut potentiellement se situer peut-être entre 2 et 3 gigawatts, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important et intéressant. Cette expérimentation, elle permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vraiment de repousser ce risque de délestage. Et donc finalement, c'est une expérimentation qui permet de maintenir une activité économique et sociale, hein, puisque vous l'avez vu dans les débats l'année dernière sur le risque de délestage, eh bien ce risque de délestage peut conduire à couper des commerces, à couper des artisans, à fermer des écoles, à fermer des crèches et des choses de ce type-là, ou à couper encore du réseau téléphonique et les antennes télécom. Tous les secteurs que je viens de citer ont des contrats professionnels, donc ne seront pas concernés par la limitation de puissance si elle est mise en place, mais surtout, cette limitation de puissance permettra de conserver l'alimentation de l'ensemble des secteurs que je viens de citer, et donc vraiment une vraie valeur, à la fois pour la sûreté de fonctionnement du système électrique et dans les situations de tension, pour conserver une vie économique et sociale quasi normale. Je vais rajouter quelques mots pour bien préciser le statut de cette expérimentation, parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc c'est un test qui permet de dimensionner une couche supplémentaire pour la sécurité du système. Hein, donc c'est une couche supplémentaire pour la sécurité du système. Ça relève d'une procédure de sauvegarde ultime, donc ça n'a pas vocation à être utilisé. C'est un parachute supplémentaire que nous voulons tester pour le mesurer. Et donc l'état d'esprit, c'est réduire plutôt que couper. C'est ça qu'il faut retenir. Et enfin, dernier commentaire, il est normal que l'État et que les opérateurs modernisent leurs procédures de sauvegarde. Je vous rappelle que les textes qui organisent les délestages, ils datent de 1990. Donc c'est normal qu'on se préoccupe de la modernisation de ces procédures de sauvegarde ultime, quand bien même nous ne les utiliserions jamais. Voilà pour cette précision. Alors, ce faisant, je pense qu'on a répondu aux questions à distance de Ouest France et Action Environnement. Dernière question sur les moyens de sauvegarde. La baisse des tensions a-t-elle déjà été activée durant l'hiver 2022 ou dans les périodes plus anciennes? En quoi consiste-t-elle concrètement? Question de Capital, Alexandre Loukil. D'accord. Donc, non, nous n'avons pas activé la baisse de 5% de la tension sur le réseau de distribution l'hiver dernier. D'une manière générale, à ma connaissance, et j'ai une bonne expérience dans l'entreprise, on ne l'a jamais activé
pour des questions de sécurité d'approvisionnement. On a pu l'activer localement pour des questions de gestion du réseau, très local, mais jamais pour des situations de sécurité d'approvisionnement et d'équilibre entre l'offre et la demande. En quoi ça consiste? Ça signifie tout simplement qu'on va activer sur des appareils qui s'appellent des transformateurs, on va demander à ces transformateurs de fournir une tension plus basse de 5% que la valeur normale. Ça veut dire que globalement, ça se traduit comment dans un foyer? Au lieu d'avoir 230 volts sur votre prise, vous allez avoir peut-être 220 volts. Et ces 220 volts, ça va se traduire par une réduction imperceptible pour l'utilisateur de la performance de son chauffage électrique, de la performance de sa table de cuisson. Et donc ça va faire baisser la consommation. Et ça a une durée de fonctionnement et d'efficacité qui est de l'ordre qu'on estime de 3 à 4 heures, parce que évidemment votre chauffage électrique il est souvent asservi à un thermostat. Si votre chauffage électrique il est moins performant pendant 4 heures, votre température finalement que vous souhaitez atteindre, elle ne va pas être atteinte, et donc votre thermostat va demander à votre chauffage de fonctionner un peu plus. Donc ça a une fonction de décroissance, cette limitation de puissance. Et on estime que si on le faisait à la maille France, on obtiendrait un gain de l'ordre de 3 à 4 gigawatts pendant une durée de 3 à 4 heures. Dernière question en ligne concernant EcoWatt, la tribune de Marine Godelier. Pouvez-vous revenir sur l'explication concernant le fait que les centrales à gaz pourraient être appelées, y compris lors des heures entièrement décarbonées? Alors oui, c'est une explication, pardon si je n'ai pas été clair, mais oui, il peut arriver qu'il y ait des heures qui sont totalement décarbonées, pendant lesquelles des centrales à gaz en France fonctionneraient. Pourquoi? Parce que les centrales à gaz, elles sont appelées par le marché. Voilà. Il s'avère qu'en France, nos centrales à gaz, elles sont plutôt modernes, neuves, hein, et elles peuvent être bien positionnées sur le marché européen pour vendre de l'électricité à des tiers, des secteurs économiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a les échanges entre pays via nos interconnexions. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est donner une indication simple aux Français du moment de la journée, donc de l'heure, où l'addition de nos consommations nationales, donc les ménages, les entreprises, les collectivités, peut être couverte, sera couverte par de la production française, qui est issue du territoire français et qui est décarbonée. Ça n'exclut pas des cas où des centrales à gaz en France pourraient fonctionner. Ce seraient des cas où on serait de manière générale en situation d'exportation. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un indicateur pédagogique qui fasse comprendre que même si le système électrique français est déjà très décarboné à 90% et plus qu'à 90%, il nous reste 10% à faire, qu'on peut le faire finalement assez rapidement, sans énorme effort, que ce sera toujours des millions de tonnes de CO2 en moins. Et pour essayer de symboliser ces moments de consommation électrique entièrement décarbonée, on a décidé de choisir cet indicateur de toute la consommation nationale est couverte à ce moment-là par la production qui est à la fois française et qui n'émet pas de CO2 en exploitation. Donc il s'agit bien de refléter la corrélation entre la consommation France et la production décarbonée France. C'est cette corrélation qu'indique cet indicateur. Plus de questions en ligne, sauf erreur de ma part, mais le service presse de RTE, Émilie Grandidier, c'est à votre disposition pour y répondre si besoin. Il me reste à vous remercier. Merci de votre attention. Merci à ceux qui étaient dans la salle. Merci à ceux qui étaient connectés. Je vous dis à bientôt.